La mise en œuvre de la révision constitutionnelle du 20 mars, la réforme de la justice, la nomination d'Ousmane Tanor Dieng à la présidence du HCCT, l'Assemblée nationale, une législature à l'heure du bilan, processus électoral, procès Barthélémy Diaz, politique et justice, arrêté Ousmane Ngom et liberté publique, débat sur le pétrole et le gaz à la lumière de la réforme constitutionnelle de mars 2016 et beaucoup d'autres questions. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Le professeur Ousmane Khouma de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar face à Mamoudou Ibra Kane, le Grand Jury, dimanche 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Ousmane Khouma, bonjour. Bonjour Mamoudou. Vous êtes maître de conférence de droit public et sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur des études élu par vos pairs de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Domaine de prédilection, état de droit, démocratie, droits humains, gouvernance, résolution de conflits, droit international des droits de l'homme, droit international humanitaire, droit constitutionnel, droit de l'intégration africaine, droit de la décentralisation, analyse des politiques publiques, communication politique. Le mot de notre digital manager, Cherfal, révision constitutionnelle du 20 mars, affaire Barthélémy Diaz, Assemblée nationale, HCCT, pouvoir exécutif versus pouvoir judiciaire, découverte du pétrole et du gaz. Tels sont les principaux sujets sur lesquels les internautes du Grand Jury attendent vos réponses, les réponses de l'éminent professeur que vous êtes. Dans une situation où l'actualité politique est dominée par le débat sur le pétrole et le gaz, à la lumière de la dernière réforme constitutionnelle, les Sénégalais ont été nombreux à vous interpeller via ma page Facebook. J'ai sélectionné certaines questions que je me ferai le plaisir de vous poser durant l'émission. J'invite par la même occasion les auditeurs à réagir à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM, via nos applications mobiles RFM Sénégal et GFM et vous. Ousmane Khouma, cela fait 8 mois que la révision constitutionnelle proposée par le président de la République est adoptée par référendum. Quelle analyse peut-on faire de sa mise en œuvre? Plus qu'une révision, la révolution constitutionnelle a-t-elle eu lieu? Bonjour Mamoudou, de l'aimable invitation. Bonjour aux internautes et aux auditeurs de la RFM. En matière juridique, en particulier en matière constitutionnelle, il n'y a presque jamais de révolution. Il n'y a pas eu de rupture de l'ordre constitutionnel et nous sommes très nostalgiques du temps des révolutions. Droit et révolution se conjuguent très très mal. Et d'ailleurs, il n'était pas question de révolution dans cette révision. Nous n'avons pas changé de constitution, nous n'avons pas adopté une nouvelle constitution, nous n'avons pas changé non plus de république. Il était question de faire évoluer la constitution actuelle pour garantir davantage l'état de droit, la démocratie, etc. Donc la révolution n'est pas différée, elle est inexistante. En revanche, on peut s'interroger sur le fait de savoir si l'évolution est en marche ou pas. Oui, est-ce qu'elle est en marche, cette évolution? Très bonne question. À partir du moment où on a adopté par référendum les 15 points de révision, qu'en est-il maintenant? Ce débat est terminé. Les 15 points ont été, le oui l'a largement emporté. Donc il faut voir les points qui étaient d'inégale valeur d'ailleurs. Le point crucial, c'était la durée du mandat. Pour le second mandat, au moins, c'est 5. Le premier est 7. Donc cette question est réglée. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une régression? Au moins pour le second mandat qui revient à 5. Cette question est réglée. Donc une évolution à moitié, on va dire, vers ce qui était promis. Sur d'autres questions, le fonctionnement de l'Assemblée nationale, on attend un peu cette question de rationalisation des partis politiques qui permettrait peut-être de voir l'Assemblée nationale fonctionner d'une manière un peu plus adéquate et puis lui confier effectivement ce qui est prévu dans ces révisions, la possibilité d'analyser et d'évaluer les politiques publiques. Une Assemblée nationale qualifiée par des députés
d'assemblée la plus nulle. Notre dernier invité dimanche, Maître Ladiouf, c'est ce qu'il a dit, mais d'autres l'ont précédé en disant que c'était une assemblée immobile. Est-ce que c'est des propos exagérés quand on apprécie le fonctionnement de l'actuelle législature qui va bientôt se terminer d'ailleurs? Chacun y va avec son style et ses intérêts. L'intérêt de l'universitaire est plus neutre, plus externe, donc nous ne pouvons pas nous permettre de dire que c'est la législature la plus nulle. Ça supposerait qu'on reconnaisse toutes les législatures du début jusqu'ici et à quelle aune on mesure la nullité d'une législature. D'autant que je connais beaucoup de ces parlementaires-là pour avoir participé notamment à des sessions de renforcement de capacité des parlementaires qui se déplacent, qui prennent de leur temps pour venir apprendre le droit parlementaire auprès d'universitaires. Donc je ne peux pas dire que ce soit l'Assemblée la plus nulle de l'histoire du Sénégal. Je ne dis pas c'est exagéré, c'est exact, etc. Chacun son style, etc. En revanche, il est vrai qu'on reste un peu sur notre faim sur le fonctionnement de notre Assemblée et qui n'est pas l'apanage, qui n'est pas le monopole de l'Assemblée présente, mais ça c'est pour des raisons beaucoup plus profondes. Bref, donc sur cette évolution constitutionnelle dont je parlais, l'Assemblée nationale, on reste encore sur notre faim, mais nous y reviendrons plus tard si vous le souhaitez. Oui. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, parce que là, cela supposait quand même des élections puis des nominations, c'est fait. Donc c'est une évolution est progressive. Alors on peut considérer que c'est lent, c'est trop rapide, etc. Mais la révolution n'a pas eu lieu en matière constitutionnelle. Heureusement qu'il n'y a pas de révolution parce que la sécurité juridique exige que le temps du droit ne soit pas le temps de la politique, en particulier le temps du droit constitutionnel parce que ça encadre la norme constitutionnelle. Alors l'évolution peut être plus rapide peut-être, mais une révolution n'était pas annoncée. A-t-on assisté à plus d'équilibre entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires avec la réforme du 20 mars? Est-ce que ça faisait partie des points à l'ordre du jour? Oui, on a parlé de renforcement des prérogatives de l'Assemblée en termes de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a également une réforme qui a touché la justice. Et après même ce référendum, aujourd'hui, on parle de réforme de la justice. Le projet a été adopté en Conseil des ministres il n'y a pas longtemps. Oui, ça c'est le débat de fond, c'est-à-dire qu'à terme il faudrait effectivement arriver à l'équilibre des pouvoirs. Mais Mamoudou, il ne faut pas tomber dans le fétichisme des normes. Oui. Pourtant je suis juriste et donc je passe ma vie avec des normes juridiques. Notre Assemblée nationale, comme toute Assemblée nationale dans une démocratie, a exactement les mêmes fonctions, encadrées par les mêmes textes, c'est-à-dire cette fonction de voter la loi et cette fonction de contrôle du gouvernement. Bon, on peut renforcer les textes, on peut améliorer les textes, mais ce qui se joue n'est pas strictement à ce niveau juridique. La dimension est plus sociologique, j'allais dire plus politique, peut-être plus psychologique. Peut-être la vraie bonne révision à faire, ce serait la façon dont on désigne les parlementaires. Parce qu'avec ces listes-là, si vous êtes dans un parti politique, le chef du parti politique va décider de votre place sur cette liste. Et donc, va décider de la possibilité que vous avez ou non à être député. Une fois que vous êtes élu, dans votre tête, vous considérez que vous lui devez son mandat. Vous étiez le député d'Ablaye Wade, vous êtes le député de Macky Sall, vous êtes le député de Tanor, etc. Vous n'êtes pas le représentant du peuple. Peut-être cette réforme-là pourrait aider. Mais en dehors de cela, objectivement, dans les textes actuels, le Parlement devrait pouvoir voter correctement la loi et contrôler le gouvernement. Si on n'arrive pas à le faire, c'est parce que des considérations, j'allais dire, politicienne, le fonctionnement interne des partis politiques eux-mêmes pose parfois des problèmes. Mais des réformes peuvent encore être envisagées, mais ce ne sont pas ces mesures-là en cours sur la rationalisation des partis politiques qui s'imposent. 300 partis politiques ont défié complètement la raison, alors qu'on était à une quarantaine au moment de la première alternance. La possibilité de confier aux parlementaires le soin d'évaluer les politiques publiques, c'est aussi une bonne réforme, mais pour que les parlementaires deviennent vraiment des représentants de la nation, ça suppose un travail de fond, parce que la question est extrêmement profonde. C'est cette personnalisation à outrance de la politique qui fait qu'on s'identifie à un leader de parti, et peut-être faudrait réformer le mode de désignation des députés. Justement, certains préconisent un scrutin majoritaire à 2 tours.
c'est pas ce qui règle le problème que nous envisageons. Quand vous regardez les modes de scrutin et que l'opposition, tout comme le pouvoir, fait des propositions, le calcul est très politique. C'est-à-dire que voilà la composition actuelle de l'Assemblée nationale, on voudrait que l'opposition y soit plus représentée ou que la majorité soit encore plus écrasante. C'est ça qui se joue dans cette question de 2 tours, etc. Non, la question fondamentale est cette liste nationale et cette liste départementale. C'est-à-dire la possibilité que vous avez dans un scrutin majoritaire ou dans un scrutin proportionnel, c'est là où ça se joue, et que le leader de parti a la possibilité de désigner sur une liste qui sera représentant ou pas. Les deux questions sont complètement différentes. L'autre combat est peut-être légitime, mais c'est pas ce qui permettra à terme le meilleur travail du parlementaire, du fait que le parlementaire se considère comme étant le représentant de la nation. Là, ce qui se joue, c'est une question d'équilibre, de nombre. Ça peut améliorer le travail du parlementaire, mais la question principale à régler, c'est qu'un représentant de la nation, un député, n'est pas le représentant du chef du parti. Mais comment y arriver? Plus de démocratie au sein des partis, c'est quoi? Alors, si vous supprimez cette fameuse liste nationale et que tout le monde est obligé d'aller dans une circonscription donnée, départementale, et de se battre, oui, et donc d'être le représentant de cette circonscription. Une fois que vous êtes élu, vous représentez toute la nation, mais au moins vous avez une circonscription électorale. Cela permettrait de voir... Suppression de la proportionnelle. Cela permettrait de voir qui fait concrètement le travail sur le terrain, et de ce seul fait, cette personne, peut-être psychologiquement, se considérera investie par ses électeurs et non pas par le chef du parti. Je pense qu'à terme, il faudrait peut-être aller vers ce sens. Mais toujours sur ce point de l'Assemblée nationale, il y a que le contrôle de l'action gouvernementale semble se limiter à une convocation de ministre ou de premier ministre. Depuis quelque temps, c'est le premier ministre qui vient devant l'Assemblée nationale. Ce sera le cas le 27 octobre. Est-ce que cela suffit comme action de contrôle de l'action gouvernementale? Excusez de la répétition. Absolument pas, absolument pas. Une vie démocratique, c'est aussi à l'Assemblée nationale, au Parlement qu'on interpelle. Il y a des commissions d'enquête, il y a des groupes parlementaires, il y a d'autres mécanismes qui permettent de contrôler l'action du gouvernement. Par exemple, sur le pétrole, excusez-moi de vous interrompre, on aurait pu peut-être avoir une commission d'enquête parlementaire, certains ajoutent même indépendante, plutôt que de se contenter d'une simple déclaration du Premier ministre. Il a eu d'ailleurs à le faire en convoquant la presse il y a quelques jours. Oui, mais Mamoudou, il y a des règles. Je veux dire, vous ne pouvez pas comme ça décider qui va décider de ce qu'une commission doit être réunie pour régler la question du pétrole. Vous avez des procédures. Pourquoi pas alors sur la question de l'école? Pourquoi pas sur la question des retraites? Pourquoi pas sur la question de la santé? Ce n'est pas parce que... on agite comme ça un problème, qu'il y a beaucoup de vacarme, que ça sent le pétrole ou le gaz, comme on dit, qu'on va dire tout de suite, on va créer une commission d'enquête parlementaire sur cette question. Il y a des procédures. C'est-à-dire, est-ce que la question est suffisamment sérieuse pour résoudre? Est-ce qu'elle est, le pétrole et le gaz? Je vous renvoie la question. Alors, c'est une question profonde, et donc on va peut-être prendre le temps de l'examiner. J'ai entendu dire ça sent le pétrole et le gaz. Je dis, mais c'est très bien. Et puis, j'entends dire, mais le pétrole et le gaz ont fait la malédiction de tous les pays d'Afrique. Je dis, ah ben pourquoi? Ça fait la bénédiction aussi de beaucoup de pays, l'or noir quand même. Et nous sommes dans un pays de croyants, et on a souvent, dans notre imaginaire collectif, nous autres Sénégalais, cette idée que... dëkk bi maam yi dañ fi ñaanoon suuf si maam yi dañ fi ñaanoon. Et chez nos parents Poulard, Mamoudou, la formule est encore plus éloquente, c'est de dire Douao ne werti l'eslé du Sénégal. Littéralement, dans le sous-sol du Sénégal, s'étalent des prières. C'est ce qu'ils disent nos parents Poulard. Eh bien, il semblerait que ces prières soient exaucées et qu'on a du pétrole et du gaz, des ressources pour nous enrichir. Bon, alors pourquoi ça devrait être une malédiction? Vous savez, le Sénégal est exemplaire dans beaucoup de domaines, en Afrique et pas seulement en Afrique. Pourquoi, subitement, nous ne devrions pas être exemplaires et que ce pétrole et ce gaz seraient une malédiction? Alors moi, j'aime bien l'esprit critique parce que je suis un universitaire et c'est notre travail. Mais j'aime bien aussi l'esprit positif. C'est-à-dire les choses qui tirent mon pays vers le haut, pas vers le bas. J'écoute ce débat avec beaucoup de peine. Je suis très chagriné. Et vous savez, un peu comme quand une ritournelle devient tintamarre, il y a du vacarme et on ne comprend plus. L'enjeu majeur, c'est une question de transparence. Bien évidemment, il faut être extrêmement exigeant et critique en matière de transparence par rapport aux ressources naturelles. D'autant plus, professeur,
qu'il y a maintenant une constitutionnalisation des droits sur les ressources naturelles. Je m'en vais vous lire très rapidement l'article 25.1 nouveau de la Constitution. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Et c'est ce même article, alinéa 3, d'ajouter « Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l'environnement du pays et d'œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures. » Il est heureux que ce débat se pose sur le pétrole et le gaz. Il est très heureux que tout débat se pose en matière de transparence, de gestion des ressources et de démocratie. Je dis que ce qui me fait de la peine, c'est la façon dont le débat est posé. Je suis extrêmement critique. C'est mon travail, mais je pense avoir un esprit positif. Et là, de part et d'autre, c'est du vacarme. Et ce qui est dommage d'ailleurs, c'est qu'on se focalise sur le pétrole et le gaz, alors qu'il y a l'or et d'autres ressources minières. Et j'avoue que la gestion de ces ressources-là n'est pas très transparente. En tout cas, pas tout à fait à l'avantage des populations locales. Et alors, pourquoi il n'y a pas eu tout ce tintamarre autour de l'or et subitement autour du pétrole et du gaz? Vous savez, quand on me parle de transparence, je dis ne pas confondre transparence et déballage. Vous l'avez dit, c'est dans la Constitution. Il faut être transparent, il faut être exigeant. Ces ressources n'appartiennent ni au pouvoir ni à l'opposition, appartiennent à l'ensemble des Sénégalais. Et on a le droit de poser les débats sur la table quand on pense qu'il y a des problèmes de transparence. Vous l'avez dit, pourquoi autant d'excitation ici et non pas sur l'or? Sur les ressources qui existent. Qu'on a commencé déjà à exploiter depuis longtemps, etc. Et donc vous voyez tout de suite là où je veux en venir. Ne pas confondre transparence. Vous voulez en venir où? Ne pas confondre. De le savoir. Ne pas confondre transparence et déballage. Ne pas confondre exigence de transparence et diffamation ou calomnie. Et ne pas non plus accepter la dissimulation de la part du pouvoir. Vous l'avez dit, il y a des dispositions constitutionnelles sur la transparence. Des structures et des instances existent. Et si l'on note effectivement qu'il y a un manque de transparence, il faut poser le débat. Mais Mamoudou, est-ce que vous y comprenez quelque chose dans ce débat? Objectivement, honnêtement. Bon, ce que je comprends, c'est qu'on a parlé du frère du président, on a parlé de Franck Timis, qui est accusé d'avoir procédé à des opérations qui auraient dû être fiscalisées. Bon, c'est ce que je comprends. Oui, voilà. Bon, est-ce que ça suffit à créer toute l'hystérie qu'on a créée ici? Non, j'essaie juste d'analyser, d'essayer de comprendre. Tout comme vous, j'ai vu un ancien Premier ministre pour lequel j'ai beaucoup de respect faire une lettre, interpeller le président de la République. Oui, Abdoul Mbaye. J'ai vu... Dans sa deuxième lettre, qui même fait un aveu en disant que l'ensemble du gouvernement et le chef de l'État auraient été abusés parce qu'on leur a présenté des informations corrompues. C'est le terme qu'il a utilisé d'ailleurs. Oui, on y viendra. Oui. Donc, j'ai lu, comme tout le monde, tous les Sénégalais, je ne suis pas dans le dossier, une interpellation d'un ancien Premier ministre respectable, a priori, qui interpelle le président de la République. Un Premier ministre qui lui a répondu, l'actuel, j'ai lu. Il a répliqué par une deuxième lettre. Oui, et j'ai suivi les déclarations d'un président de parti politique, ancien inspecteur des impôts et des domaines. Beaucoup de déclarations. J'ai suivi, etc. Bon, bref. Donc, vous regardez, en tant que juriste, vous essayez d'analyser, vous dites, bon, d'accord, il y a telle déclaration contre telle déclaration. Et donc, vous voulez être impartial, vous regardez de part et d'autre. Bon, quand vous ne comprenez pas, vous dites, mais quelles sont les arrière-pensées? C'est ça aussi l'esprit critique. Vous êtes en train de dire, l'ancien Premier ministre dit que tout le monde a été abusé, y compris lui. Oui, y compris lui. Bon, le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement. Non, mais je veux dire... Abusé par le ministre qui était en charge du dossier. Pardonnez-moi, c'est un peu léger. En l'occurrence, le ministre de l'Énergie. Pardonnez-moi, j'ai infiniment de respect pour ce monsieur, c'est un peu léger. Abdoul Mbaye a été léger. La déclaration est légère. Très bien. La déclaration. Oui. Je ne peux pas être Premier ministre, contresigner un décret, sortir, critiquer le décret que j'ai contresigné et dire que les autres ne m'ont pas donné la bonne information. Si je suis chef du gouvernement et que je dois contresigner un décret, ça m'engage. Le contreseing d'un décret, c'est quelque chose... Vous savez,
il est plus responsable que le chef de l'État quand il contresigne le décret. Éclairez-nous d'ailleurs. Alors, le contre-signature, la contre-signature, c'est que dans un régime comme le nôtre, on considère que le président de la République est irresponsable politiquement. C'est un héritage du régime parlementaire et donc du régime français. Et quand le Premier ministre contre-signe, ça veut dire que c'est lui qui endosse cette responsabilité. Et que en cas de difficulté, c'est lui qui va répondre devant l'Assemblée nationale parce que le président ne va pas répondre devant la représentation nationale. Donc le contre-sign engage plus de responsabilité que la signature du chef de l'État. Il est plus facile de poursuivre un Premier ministre qu'un président de la République. Je ne parle pas de poursuite. En tout cas, d'être interpellé à l'Assemblée nationale parce que le président n'y met pas les pieds. Et ça lui est interdit, par exemple. Et donc, je ne peux pas contre-signer. Je ne suis pas en train de prendre parti. Je dis juste que, en droit, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Je ne peux pas contre-signer un document. Mon contre-sign m'engage, moi, ma responsabilité. Parce que le signataire, en l'occurrence, le chef de l'État, est irresponsable politiquement. Et dire... mais je n'avais pas les éléments du dossier. Alors, si vous n'avez pas les éléments du dossier, il faut qu'on attende qu'on ait les éléments du dossier. Je ne peux pas tirer des conclusions sur des éléments du dossier dont même le Premier ministre qui a contresigné dit qu'il n'avait pas tous les éléments. Et donc, tout le monde est devenu spécialiste de tout. C'est-à-dire que les principaux protagonistes disent qu'ils n'avaient pas tous les éléments. Et subitement, maintenant qu'ils sont en dehors du gouvernement, ils auraient tous les éléments. Je ne dis pas que le gouvernement est blanc comme neige ou est coupable, etc. Je dis juste qu'on essaie de comprendre dans cette affaire extrêmement sérieuse. Parce que si c'est une exigence de transparence, ça va avec la crédibilité. Et si vous faites certaines déclarations, un esprit critique vous dit quelle est votre arrière-pensée. Ousmane Houma, je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public et sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous allons parler de la réforme de la justice. Après l'adoption en Conseil des ministres du projet de réforme du code pénal, du code de procédure pénale et de l'organisation judiciaire, le ministre de la Justice compte soumettre la loi ou le projet de loi au vote des députés. Est-ce que les contours de cette réforme, pour le constitutionnaliste que vous êtes, vous paraissent suffisamment clairs d'abord, révolutionnaires ensuite, puisque j'aime bien ce mot? Mais vous avez raison, c'est très glamour la révolution, sauf que les révolutions sont terminées, on est plutôt, il faut enlever le R et faire des évolutions. Oui, certainement, mais parce qu'il faut un toilettage quand même. On voit bien toutes les difficultés que nous avons là en matière pénale. Là, c'est même pas en matière constitutionnelle, parce qu'en matière constitutionnelle, la réforme concernait le Conseil constitutionnel où on ajoutait 2 membres. 2 affaires récentes pour illustrer les difficultés que nous avons dans le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Ce qui s'est passé à la prison de Rebeuss, par exemple, et le récent procès de Barthélémy Diaz. Mais ça illustre quoi? Dans un tribunal, vous avez des personnes qui sont chargées de dire le droit, de prononcer des sentences. Les juges, les magistrats du siège, en collégialité. Parce que c'est extrêmement lourd de priver quelqu'un de sa liberté ou de connaître d'une affaire pénale. C'est pas l'affaire d'un individu. Et ces magistrats-là doivent bénéficier de la plus grande indépendance. Et au Sénégal, les magistrats du siège ont les moyens d'être indépendants. Et ce sont des hommes et des femmes de qualité qui, dans l'ensemble, arrivent à l'être. Notre difficulté, c'est cet héritage que nous avons, que le ministère public est lié au ministère de la Justice, héritage français. Partout, le pouvoir politique se méfie un peu du pouvoir judiciaire et voudrait quand même garder l'initiative ou non des poursuites. C'est une question universelle. Et les grandes démocraties n'y échappent pas non plus. Et quand vous avez un parquet, ministère public, des hommes et des femmes de qualité aussi, mais qui travaillent dans des conditions compliquées. L'affaire Barthélémy Diaz, comment vous pouvez faire une citation directe à un parlementaire? Il arrive, on dit non, on ne peut pas connaître de l'affaire, un sursis, parce que il bénéficie de l'immunité parlementaire. Au moment où vous l'attrayez devant la barre, vous ne saviez pas qu'il était parlementaire. C'est intéressant la question que vous posez. Oui, et vous, qu'est-ce que vous mettez en cause ici, la procédure qui a été utilisée? Non, je mets en cause la rapidité avec laquelle on prend parfois certaines décisions sur une affaire extrêmement lourde qui est la justice. Oui, c'est que certains ont dit, arrêtez de nous dire, oui, il y a le temps de la justice qui est différent du temps de la politique. Certains ont dit non, il y a eu cette confusion entre le temps de la politique et le temps de la justice parce que Barthélémy Diaz n'est plus en odeur de sainteté. En tout cas,
au sein du régime actuel. Je n'irai pas jusque-là. Certains le disent. Oui, c'est des interpellations aussi. Vous dites quoi? Ils ont tout le droit. Oui. Moi, je parlais des réformes nécessaires en matière judiciaire et je les illustrais par ces difficultés que nous avons. Oui. La difficulté en l'espèce ici, c'est que, effectivement, s'il y a eu implication du pouvoir politique du ministère de la Justice par rapport au procureur, une citation, ensuite on se rend compte que politiquement peut-être c'est pas très bon, on dit non, on sursis, en se réfugiant derrière ce qu'est l'immunité parlementaire. Et donc on a raison, ceux qui disent que le temps du droit n'est pas le temps de la politique ont absolument raison, le droit n'est pas la politique. Ça c'est le principe. C'est le principe. Mais ici, est-ce qu'il n'y a pas de suspicion légitime? J'étais en train de vous dire que voilà l'illustration de la difficulté judiciaire et des réformes peut-être qu'on devrait envisager. Pourquoi il est nécessaire que le parquet, les procureurs, c'est des hommes et des femmes de qualité aussi, que nous côtoyons tous les jours en tant que juristes, avec lesquels nous travaillons, mais qui sont parfois dans des postures absolument impossibles. C'est-à-dire, vous recevez un ordre, vous devez l'exécuter. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette affaire, mais quand vous attrayez Barthélémy Diaz, tout le monde sait qu'il bénéficie de l'immunité parlementaire puisqu'il est parlementaire. Oui. Et puis vous dites non, mais un sursis, on ne peut pas donc connaître l'affaire parce qu'il était parlementaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est pas compliqué à deviner. Et c'est quoi? Oui. Sur cette affaire. Soyez plus clair, professeur, c'est important. Sur cette affaire d'immunité parlementaire, oui. On entend beaucoup de choses. Oui. C'est que l'immunité parlementaire, c'est pour protéger le parlementaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Vous parliez de l'importance d'une Assemblée nationale, un représentant de la nation qui ne soit pas perturbé, qui ne soit pas menacé dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est le principe. Ensuite, durant les sessions, il ne peut pas être poursuivi non plus si on n'a pas levé son immunité parlementaire. Ça, c'est pour éviter que vous ayez un adversaire politique et que vous lui créez des histoires et que vous l'envoyez devant le juge, etc. Des choses comme ça. Sauf s'il s'agit d'un flagrant délit. Parce que dans ce cas-là, c'est un flagrant délit. Il a beau être représentant de la nation quand même, il n'est pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Et est-ce qu'à l'époque des faits, on pourrait parler de flagrant délit? J'évoque un autre cas, c'est-à-dire que Barthélémy Diaz a raison de dire, mais ce même tribunal a connu de mon affaire sur l'affaire des panneaux publicitaires. Sauf qu'en l'espèce, peut-être que le juge avait considéré que là, en l'espèce, il y avait flagrant délit. Vous voyez, donc, le droit, c'est quelque chose d'extrêmement délicat parce qu'il s'agit de la liberté des personnes, en l'occurrence de représentants de la nation, et si vous entremêlez ainsi fonctionnement judiciaire et politique, l'effet boomerang peut être absolument dévastateur. Pourtant, le ministre de la Justice dit, sur cette affaire justement, il n'y a ni ingérence, ni instrumentalisation de la justice. Que voulez-vous qu'ils disent d'autre? Dans tous les pays du monde, quand ça se passe, c'est bien sûr la réplique qu'on donne. Vous avez déjà entendu le ministre de la Justice avouer que le pouvoir politique, donc le ministère de la Justice, s'immisce dans des affaires judiciaires. Il ne vous convainc pas? Non, je dis qu'il ne pouvait pas dire autre chose. Dans aucune démocratie au monde, quand cette situation se pose, le ministre de la Justice ne vous dira on a donné telle chose ou telle chose. Mais restons toujours sur le thème de la réforme de la justice. Il y a que le Conseil supérieur de la magistrature sera toujours présidé par le chef de l'État, mais le nombre de magistrats a augmenté, passant de 3 à 4. Il y a également le volet qui concerne le code pénal et le code de procédure pénale. Votre appréciation de ces deux éléments? Non, mais dans l'ensemble, c'est un beau toilettage. Vous savez, dans ce pays, il y a d'éminents juristes, et parmi lesquels nos collègues de l'université qui sont spécialisés dans le droit pénal et qui sont tous les jours confrontés aux difficultés du procès pénal qui est extrêmement lourd, et il était peut-être temps de faire des réformes d'envergure, etc. J'évoquais l'autre illustration, le cas de Rebeuss, par exemple, pour montrer la nécessité de réforme de procédure pénale, le mandat de dépôt chez nous. Vous savez, le droit, c'est du bon sens, c'est de la justice, c'est de l'équité, c'est quelque chose de très lourd, c'est la balance. Il n'appartient pas au procureur de la République d'envoyer des justiciables en prison, avec tout le respect qu'on doit au procureur de la République, qui sont des hommes et des femmes de qualité. Mais ils sont dans une posture quasi impossible. C'est-à-dire que s'ils devaient mettre sous mandat de dépôt, c'est parce que le prévenu, mais parce que tant qu'il n'est pas jugé par un tribunal collégial, il n'est pas coupable. C'est la présomption d'innocence. Mais si vous n'avez pas l'assurance que la personne va se présenter au procès, si vous pensez que la personne va dissimuler des preuves, si vous pensez qu'il y aurait des collisions avec l'affaire en cause, c'est là où vous mettez sous mandat de dépôt en attendant de juger. Mais ça, c'est l'exception. L'exception est devenue le principe chez nous. Il n'appartient pas à un procureur de la République, individuellement, d'enfermer des gens dans des prisons comme Rebeuss. C'est pas digne de notre démocratie. Voilà.
vous ne pouvez envoyer quelqu'un en prison qu'à partir du moment où le tribunal a délibéré. Sauf si vous considérez qu'entre le temps où les faits sont commis, où il est accusé de ces faits-là, et qu'il y aura un jugement, il y a risque qu'il disparaisse dans la nature, qu'il fasse disparaître des preuves, qu'il y ait collision, etc. Ça, c'est le principe. Qu'est-ce qu'il faudrait envisager quand on suit ce que vous êtes en train d'expliquer? Plusieurs choses. Oui. L'une des choses essentielles, c'est que dans ce cas-là, puisque on nous objecte tout le temps que, ben non, on n'a pas assez de policiers pour aller chercher la personne si jamais il ne veut pas se présenter, non mais il va dissimuler des preuves, non mais il ne va pas se représenter, que ce soit un juge des libertés et de la détention désigné par le président du tribunal qui en décide. Le procureur, sa fonction est noble, hein. C'est extrêmement difficile, c'est des hommes et des femmes de qualité. Mais sa fonction, c'est de représenter la société. Il est presque parti au procès. Et vous lui donnez la possibilité d'envoyer des individus en prison. À Rebus, où on n'a pas construit d'autres prisons, eh bien, toutes les organisations des droits de l'homme nous tombent dessus, nous, au Sénégal. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, vous n'avez pas assez de lieux de détention et vous envoyez en détention alors que vous avez d'autres possibilités pour ce faire. Et puis, le principe n'est pas d'envoyer en détention parce que le procureur, je répète, son rôle n'est pas d'envoyer en prison. Il est parti au procès, il représente la société, il est au tribunal comme ça, mais c'est au tribunal de juger de façon collégiale. Et si Barthélémy Diaz insiste tant pour être jugé, c'est que sans doute, il a confiance en notre justice et il a raison. C'est-à-dire que devant un tribunal collégial, au Sénégal, vous pouvez être défendu correctement. Mais donc, toutes ces réformes-là s'imposent. On a des difficultés dans notre appareil judiciaire, il faut le noter. Alors, dans cette réforme, on n'a pas beaucoup parlé du fameux article 80. Il y a quelques années, vraiment, c'était le débat. Tout le monde réclamait pratiquement sa suppression. Aujourd'hui, on en parle moins. Cela voudrait-il dire que finalement, l'article 80 n'est plus un enjeu? Les temps bougent, évoluent, changent, et on voit toujours de nouvelles difficultés, et que ce n'est pas un article spécifique qui fait tout un appareil juridique ou judiciaire. C'est cet article qui parle de l'offense au chef de l'État. Oui, mais c'est la cohérence d'ensemble qui joue. Tout le monde ne peut pas, on ne peut pas mettre le focus sur l'histoire de l'offense au chef de l'État. Voici un pays où... Et diffusion de fausses nouvelles. Oui, mais... où l'on considère que ça existe toujours, hein, c'est une vraie question, c'est un vrai débat, mais il y a tellement de questions que maintenant, si on dit qu'on va mettre en place cette question d'offense au chef d'État, ça va poser des problèmes. Et ça nous ramène à une autre, à l'autre question qu'on avait, le fonctionnement de notre administration aussi. Le fonctionnement de notre administration aussi. Bien sûr qu'un délit d'offense au chef de l'État, ça existe partout, de la même manière que vous ne pouvez pas insulter l'officier de police qui est là, ou le magistrat, etc. Donc le chef de l'État, c'est quand même le chef de l'État. Et que, voilà, c'est-à-dire tout dépend de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on entend par offense au chef de l'État ou pas, hein? Et ce que nous notons, c'est le manque d'orthodoxie aujourd'hui dans le débat public, Mamoudou. Franchement, je vous disais, on a des difficultés à comprendre. J'ai du mal à comprendre, par exemple, qu'un fonctionnaire, je suis fonctionnaire, enseignant, on peut difficilement trouver un corps plus libre, vraiment, où nous avons des garanties textuelles dans les libertés. Mais moi, si je ne suis pas d'accord avec le fonctionnement de mon université, que je considère que mon doyen fait n'importe quoi, que je considère que l'assemblée de faculté fait n'importe quoi, que le recteur fait n'importe quoi, que le ministre de l'enseignement supérieur fait n'importe quoi, mais il y a des instances internes pour en discuter. Je ne vais pas créer un syndicat ou un parti politique, dire de telle heure à telle heure, je suis fonctionnaire de l'État, j'enseigne, et puis passer mon temps à obtenir des propos qui peuvent être offensants. Un État, c'est aussi une administration. On parlait du temps du droit et de la politique, mais aussi il y a la politique et l'administration. Vous n'êtes pas un partisan de la suppression de l'article 80 du Code pénal? Non, parce que si j'offense un magistrat, si je fais offense à l'officier de police, si je fais offense à n'importe quel individu, cet individu est en mesure de m'attraire devant les juridictions. Pourquoi alors... Maintenant, le problème, c'est qu'Ousmane Rouma, il y a un dédoublement fonctionnel. Il se trouve que chez nous, le président de la République est aussi président de parti. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui fait que c'est très difficile de vraiment de faire la part des choses? Quand on parle du chef de l'État et quand on parle du chef de parti. Non, ce sont des questions complètement différentes. Oui. Président de la République, chef de parti, c'est pas parce que il est dans ses fonctions de chef de parti politique que ça vous autorise quand même à l'injurier de la même manière que ça ne l'autorise pas lui-même à injurier qui que ce soit. C'est-à-dire que ce qui se joue là, c'est que, ce que je veux vous dire, ce que l'on admet pour n'importe quel fonctionnaire,
allez offenser un magistrat, allez offenser le policier là dans la rue. Pourquoi on ne l'admettrait pas pour le chef de l'État? Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit l'alpha et l'oméga de notre politique pénale. C'est-à-dire que dès que quelqu'un émettrait une critique vis-à-vis du chef de l'État, on dit offense au chef de l'État, etc. Mais il faut protéger aussi les institutions. Très bien. En 10 secondes, que le président continue de présider le Conseil supérieur de la magistrature, même si le nombre de magistrats qui sont présents... Ça me pose problème. Ça me pose problème. Ça me pose problème. De la même manière que président de la République, président de parti politique, c'est problématique, mais c'est très compliqué de faire autrement, y compris dans les grandes démocraties, sauf à désigner un administrateur du parti pendant qu'il est président. Le président de la République ne peut pas présider le Conseil supérieur de la magistrature si on veut vraiment une justice indépendante. Ça me pose problème. On va essayer de revenir de manière un peu indirecte sur l'affaire Barthélémy Diaz, puisqu'on parle de meurtre. Ndiaga Diouf, qui avait été tué au cours de ce fameux western, c'était en décembre 2011. Barthélémy Diaz dit d'ailleurs que ce n'est pas lui qui l'a tué, qui l'a tiré en l'air, mais cela nous rappelle aussi l'assassinat d'un juge en 1993. Ma question est de savoir, Ousmane Khouma, pourquoi les meurtres ayant une connotation politique au Sénégal ont du mal à être élucidés en ce qui concerne leur commanditaire, l'assassinat du juge Babacar Seye, comme je l'ai dit. Ndiaga Diouf, d'après des témoignages, avait été envoyé par des hommes politiques. Peut-on soupçonner notre justice, finalement, aux ordres de la politique? Pas complètement non plus. Hein. J'ai bien fait la distinction entre la magistrature du siège et le parquet. Et le parquet sont des hommes et des femmes de qualité, mais c'est l'organisation judiciaire dans son ensemble qui pose problème. Non, la question est plus globale par rapport à cette violence politique. C'est l'enjeu qui explique cela. Les enjeux de pouvoir qui ne justifient absolument rien. C'est-à-dire que si on assassine un juge constitutionnel, s'il y a des assassinats politiques, vous imaginez bien que si les commanditaires, on venait à les identifier, les conséquences que ce serait, il faudrait les identifier pour éradiquer ce genre de situation. Ouais. Mais vous dites pourquoi est-il si difficile, etc. Ouais. Ben là, c'est tout l'appareil et tous les moyens qui sont mis en place pour camoufler cela. La fameuse raison d'État. Oh non, là, on n'est même pas dans la raison d'État, parce qu'il n'est pas dit que ce soit l'État qui soit aux commandes de ce genre de choses, mais des politiques, des hommes de pouvoir, des hommes d'appareil qui en viennent jusqu'à l'élimination physique de quelqu'un. Ouais. Vous vous rendez compte, là, on prend absolument toutes les mesures pour dissimuler, parce que c'est absolument inacceptable et abominable pour les Sénégalais. Oui, il appartient à la justice d'avoir ce courage-là aussi, de dire... qu'il y a des choses qui ne peuvent pas rester impunies comme ça, surtout quand on assassine un juge constitutionnel. Mais bien évidemment. Mais la justice, l'appareil judiciaire n'existe pas ex nihilo. On a beau prôner son indépendance, c'est dans le cadre d'un système d'ensemble, et ce sont des hommes et des femmes. Et quand on va jusqu'à recourir à l'assassinat politique comme mode politique, vous imaginez qu'on ne recule pas devant grand-chose, c'est-à-dire pour mettre la pression aussi sur ces hommes et ces femmes pour que la lumière ne soit pas faite. La répression de la marche de l'opposition, le gouvernement dit que c'est l'opposition qui a versé dans la provocation, puisque le préfet a autorisé un itinéraire bien précis, différent de celui que l'opposition Manko Wattu Sénégal souhaitait, et patatras, clash des personnalités politiques poursuivies, certains auraient même été malmenés. Quelle réflexion par rapport à cette marche de l'opposition, surtout quand il est convoqué ici le fameux arrêté Ousmane Ngom, ministre de l'Intérieur, il n'y a pas longtemps? Alors deux choses, le principe déjà des marches et des libertés publiques, et puis l'affaire de l'espèce. Vous savez, en matière de liberté publique, la liberté est la règle, la restriction de police l'exception. Notre liberté de manifester, de marcher, d'aller et de venir. Mais les pouvoirs publics, l'administration, doit conjuguer deux choses. Cette liberté-là, qui est même devenue constitutionnelle, mais aussi la garantie de l'ordre public. La sécurité, la tranquillité, la salubrité publique. Quand une autorité administrative regarde, je vous dis en général, ce qui se fait dans une démocratie, une affaire comme ça, elle se dit, mais est-ce que l'ordre public dont je suis aussi garant est menacé par cette haute liberté? Et donc vous avez deux libertés qui entrent en concurrence. Et l'arbitrage se fait. Quand il y a un désaccord, c'est le juge qui est saisi.
En général, le juge regarde, est-ce que l'interdiction est trop générale ou trop absolue? Là, en l'espèce, c'est un changement d'itinéraire. Donc, la marche n'est pas interdite. Ce qui a été dit, c'est la marche ne peut pas avoir lieu au centre-ville, dans le quartier du Plateau. Oui. Et d'ailleurs, à en l'arrêté 2011, Ousmane Ngom. il y a un arrêté Oui. qui est toujours dans l'ordonnancement juridique, qui existe, et donc, etc. Alors, est-ce que c'est à l'opposition de fixer l'endroit de la marche, ou est-ce que l'autorité administrative peut dire, bon, compte tenu de tels enjeux qui se trouvent à cet endroit-là, nous vous demanderons de décaler la marche. Ce qui est gênant pour un démocrate, pour un défenseur des droits de l'homme, c'est l'interdiction des marches. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ici? On aurait pu solliciter le juge sur cette question pour qu'il tranche? Non, je dis en juriste que quand on est en désaccord en démocratie, on saisit le juge. Oui. C'est ce qu'il Qui dit. serait compétent ici? Non, mais ça aurait pu atterrir devant la Cour suprême. Il y a d'éminents juristes Oui. qui auraient dit, est-ce qu'en l'espèce Pour on abus de pouvait pouvoir, par appliquer exemple. cet arrêté? Est-ce Oui. que cet arrêté ne viole pas une norme supérieure, la loi ou la Constitution? Oui. Mais surtout, le juge va regarder, est-ce que l'interdiction est trop générale ou trop absolue? Ouais. C'est-à-dire que là, en l'espèce, je ne suis pas sûr Oui. que le juge aurait donné grande cause à l'opposition, parce que la marche n'est pas interdite. Oui. Les pouvoirs publics peuvent dire, nous sommes garants de l'ordre public. Oui. Or, ce quartier est très sensible et compte tenu de l'ambiance qui règne et de quelques propos, il pourrait y avoir de la casse. Et donc, on ne vous a pas interdit de marcher. Je suppose que le juge aurait pu dire ça. On va parler du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ousmane Khouma, invité du grand jury, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un petit commentaire d'abord sur la nomination d'Ousmane Tanor Dieng à la présidence de cette institution. C'est un coup de maître pour l'APR et les alliés du président et c'est quand même très délicat pour le Parti socialiste. Hein. J'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de peine pour le Parti socialiste, très honnêtement, quand je regarde cette situation. Une démocratie a besoin d'une opposition. Et le parti le mieux structuré, le plus ancien, etc., c'est le Parti socialiste. Le PS aurait pu être aujourd'hui un parti d'opposition. Mais c'est sa vocation naturelle. Le PS, c'est soit de gouverner, soit être dans l'opposition, pas être dans des alliances. Voyons, c'est quand même le Parti socialiste. Et je n'ai jamais compris comment Ousmane Tanor Dieng, avec tout le respect qu'on doit à son expérience et qu'on lui doit, a pu reporter de congrès en congrès, dire je ne me représente pas à la tête du parti, je ne me représente pas, encore être là. Dans un parti qui fonctionne démocratiquement, vous perdez 2 élections présidentielles, vous avez une grande responsabilité dans la première, la défaite de Diouf, etc. Vous passez la main, vous gardez peut-être un poste, mais vous n'êtes pas leader du parti. Mais ce qui se passe aujourd'hui, justement, par rapport à ce que vous dites, on est dans une option contraire. Non seulement le Parti socialiste, à travers ses instances, décide d'aller dans le cadre de Benno aux prochaines législatives, mais la tendance qu'on est en train d'observer, c'est que c'est un parti officiellement qui dira qu'il soutient aussi le président sortant Macky Sall en 2019. Alors, tout à fait à l'opposé de ce que vous êtes en train de dire. Non, vous êtes en train de me dire, oui, non, je dis que j'observe ça avec beaucoup de peine. Bien sûr que c'est le PS qui décide, c'est pas à moi de décider de la place du Parti socialiste. Mais après qu'ils ne viennent pas se plaindre de ce qu'on a traité Khalifa Sall comme ci, Aïssata Tall Sall comme ça, et que le pouvoir est comme ça. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Un parti politique, soit vous êtes dans l'opposition, soit vous êtes un allié du pouvoir. Si Ousmane Tanor Dieng tient le Parti socialiste et qu'effectivement les instances, le fonctionnement démocratique a voté et qu'ils vont aller aux législatives avec et qu'ils récoltent son conseil, il l'a mérité. Ça, c'est d'un point de vue politique. Mamoudou, il ne faut pas perdre de vue une chose. Le président Macky Sall a été élu sur des promesses de rupture. À l'Assemblée nationale, le leader de l'AFP, l'âge pose problème. Ce Haut Conseil, Ousmane Tanor Dieng. Notre population, à majorité, à 65%, a moins de 35 ans. Les électeurs sénégalais ne sont pas dans des partis politiques. Vous ne pouvez pas élire un président de la République né après les indépendances, jeune, à 65%, qui vous promet la rupture pour qu'on revoie encore que nos leaders politiques sont des leaders d'il y a 50 ans ou 40 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut équilibrer. On a besoin d'expérience. Et toutes les institutions à côté, c'est ça. C'est le même phénomène. L'Assemblée, le HCCT, le Conseil économique, social et environnemental. Nous n'avons pas de problème avec l'âge en tant qu'Africains, etc. Mais il faut équilibrer. Il y a cette dimension politique qui pose problème, démocratiquement. Le Parti socialiste qui n'existe plus en tant que parti autonome, qui est l'allié de l'APR, et donc il faut qu'ils règlent leurs problèmes internes. Ça c'est un coup de maître de l'APR et du chef de l'État, comme ça. Mais du point de vue de la population, il ne faut pas qu'on perde de vue que la majorité des électeurs ne sont pas dans des partis politiques et se disent on avait la promesse d'une rupture. Alors si on nous ressort, passez l'expression, des dinosaures politiques,
Elle est où la rupture? Alors, Ousmane Tanor Dieng a été élu au suffrage indirect au même titre que les 80 conseillers. Comment dirais-je, il a été élu au suffrage indirect. Il est maintenant nommé directement comme président. Ma question, est-ce qu'il n'y a pas que sa légitimité en tant que président de cette institution appelée HCCT est écornée par cette nomination à la place d'une élection, par exemple, par ses pairs? C'est pas gênant à partir du moment où le chef de l'État lui-même nomme les 70 sur les 80. La légitimité n'est pas seulement électorale en démocratie. Vous pouvez être tout à fait légitime et que votre légitimité soit double. D'abord cette première élection, puis entérinée par la nomination de chef d'État. Si on accepte que dans cette instance-là, il n'y a pas que l'élection, il y a une partie élective et une partie nomination, ben vous avez la légitimité à la fois que vous tirez de l'élection, mais aussi la légitimité que vous tirez de la nomination. On aurait pu nommer Ousmane Tanor Dieng parmi les 70 et dans la foulée le nommer président. Peut-être. La question plus fondamentale est qu'est-ce qu'on fait de ce Haut Conseil? Qu'est-ce que ça apporte dans sa fonction? J'étais très sceptique au moment des 15 points sur ce Haut Conseil. Je n'ai pas changé d'avis. Mais j'ai été quand même prudent. J'avais dit, on verra à l'usage. Maintenant, c'est à l'usage qu'on verra si c'est une institution de trop ou pas. Ça dépendra des hommes et des femmes qui sont là de lui donner vie, parce que sa fonction gouvernance locale, territorialisation des politiques publiques, ça peut signifier quelque chose. Mais il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est une instance de trop et surtout que c'est une instance purement politique. Parce que là, nous sommes dans 3 années d'une campagne électorale permanente, le référendum, les législatives, la présidentielle. On est un peu saturé. Est-ce qu'il n'y a pas un choix hésitant du législateur sénégalais quand on regarde un peu l'histoire du Sénat, instauré, supprimé, remis au goût du jour, après supprimé, le Conseil économique, social et environnemental qui ne s'est pas appelé comme cela tout le temps, le HCCT qui est créé, à côté il y a l'Assemblée nationale bien sûr, qui est incontestable, qui existe et qui doit exister. Est-ce qu'il n'y a pas un choix hésitant entre le monocaméralisme et le bicaméralisme au Sénégal? Le problème du bicaméralisme est réglé puisque le Haut Conseil n'est pas une chambre législative. Le Sénat est supprimé. Le Haut Conseil n'est pas une chambre qui va voter la loi, etc. Donc, de ce point de vue-là, on a réglé le problème. Mais il y a une hésitation sur nos institutions, définitivement. On a une stabilité politique, mais comme vous le dites, on supprime un Sénat pour des raisons climatiques. Il fallait supprimer le Sénat pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'il n'avait pas sa raison d'être. On n'est pas dans un régime fédéral, le Sénat ne représentait pas les collectivités ni les chefferies, etc. Bref, ça n'amenait rien au travail parlementaire et c'était une très bonne mesure de supprimer le Sénat. À partir du moment où il existe le Conseil économique, social et environnemental, peut-être réformé, il aurait pu, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation du PIDC, jouer en partie le rôle que joue ce Haut Conseil. C'est pas le choix qui a été fait. On a considéré que l'acte 3 c'était très important, le PIDC c'est extrêmement important et que ce Haut Conseil donnera des avis motivés et permettra comme ça de connecter l'État avec les collectivités territoriales. Pourquoi pas? C'est à l'usage qu'on le verra. Faut pas donner l'impression que c'est une institution politicienne de trop. Le juge constitutionnel, le Conseil constitutionnel, une matière sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Aujourd'hui, on passe de 5 à 7 membres nommés par le président de la République, mais c'est l'heure ou le moment de reprendre quelques questions d'internautes. Adama Daoud Sankaristaba. Bonjour, un grand plaisir d'écouter l'éminent juriste et politiste diplômé de Sciences Po, Ousmane Rouma. Question, que pensez-vous de la probable controverse doctrinale vers laquelle on s'acheminerait sur le mandat du président de la République en cours lié à la suppression des dispositions transitoires de la Constitution par le texte référendaire du 20 mars? Une question qui se regroupe avec celle de Madiba Mandela, un nom d'emprunt sûrement. Bonjour professeur, le président pourra-t-il se représenter en 2024? Bien. Mais bonjour à ces internautes. Entre Sankara et Mandela, nous sommes gâtés. Mais l'un révolutionnaire, l'autre à sa façon aussi, mais très sage. Espérons que cela inspire nos hommes politiques. Non, franchement, le risque est proche de zéro. Il est inexistant. C'est-à-dire que l'idée qui consistera à dire non, ce premier mandat-là, on ne le prend pas en cours. À partir de 2024, c'est le premier mandat et donc on peut se représenter. Il suffit de lire attentivement les dispositions de la Constitution pour voir que constitutionnellement,
ce n'est pas envisageable. On peut toujours dire, on peut réviser en cours de route. Mais politiquement, ce qui s'est passé avec Abdoulaye Wade, je pense que enlèverait toute idée de cette nature, si tant est même qu'elle n'ait jamais été envisagée. Vous savez, ce que les Sénégalais n'ont pas permis ou autorisé Abdoulaye Wade, je pense qu'ils l'autoriseraient pour un autre chef d'État. Autre question, toujours relative à l'élection présidentielle, à la validité des candidatures, c'est sur la double nationalité. On ne vous a pas entendu sur cette question au centre moi. Question extrêmement importante parce que, bien sûr que une double nationalité pour des Africains, etc., c'est quelque chose qui est envisageable, qui est même légitime parce que terre de migration, de diaspora, etc. Mais, Mamoudou, et ça c'est mon point de vue, quand vous aspirez à certaines fonctions, il y a des conflits d'intérêts qu'il faut régler d'emblée. Est-ce que vous imaginez un président de la République qui est à la fois sénégalais et français? Parce que c'est le cas le plus fréquent. Mais que faites-vous si les deux pays sont en conflit sur des questions de migration, sur des intérêts du pétrole et du gaz, sur le port de Dakar, sur d'autres questions? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez le passeport des deux pays, vous êtes ressortissant des deux pays. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est même pas envisageable, un seul instant, d'hésiter sur le fait que pour être président de la République, on doit être de nationalité exclusive. Quand bien même je suis pour la double nationalité, par ailleurs. Mais il y a des fonctions qui vous mettent dans des situations où vous devez être dans des conflits d'intérêts. Prenons un cas, le cas Karim Wade. Oui. Vous êtes sénégalais, vous êtes français. Vous allez attraire l'État du Sénégal devant les juridictions sénégalaises sur la base de votre nationalité française. Et vous aspirez à diriger le Sénégal. Bon, vous avez les droits, hein, si vous considérez que vos droits sont lésés, vous devez pouvoir saisir n'importe quelle juridiction. Maintenant, très clairement, la double nationalité, oui, mais pour certaines fonctions, en particulier pour la fonction de chef d'État, là, il y a des conflits d'intérêts. Ce n'est même pas, on n'hésite même pas sur cette question. Pour le cas de Karim Wade, il n'y a pas que cette dimension, il y a sa condamnation. Est-ce qu'on peut l'exclure de la prochaine présidentielle avec sa condamnation à 6 ans de prison, même s'il a été gracié par la suite? Ce cas, c'était juste pour illustrer, il n'y a aucun acharnement là-dessus. Notre droit est très clair, quand vous avez une peine qui excède un certain nombre d'années, en principe, vous n'êtes pas éligible. Dernière chose, et c'est vraiment une toute dernière question, ça concerne la CPI, l'Afrique du Sud et le Burundi quittent la CPI. Et on applaudit des deux mains. Nous sommes juristes, nous aimons la lutte contre l'impunité, on n'a pas de problème de principe avec la CPI, mais le fonctionnement de la CPI révèle que, comme le dit le poète, selon que vous serez riche ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Vous demandez à toute l'Afrique de quitter? Il y a beaucoup trop de noirs à la CPI. Soit la CPI travaille correctement, oui. Soit si c'est juste un tribunal pour les noirs, que les Africains créent des chambres africaines extraordinaires pour lutter eux-mêmes contre l'impunité. Le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, qui est par ailleurs président justement de l'Assemblée des États partis de cette Cour pénale internationale, donne une conférence de presse demain, lundi, au Sénégal, à Dakar. Émission Le Grand Jury, présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, Ousmane Khouma, Ousmane Khouma, Ousmane Khouma, Ousmane Khouma, Ousmane Khouma, Ousmane Khouma.